Bon, alors il nous manque encore un lycée, mais on va quand même commencer pour essayer d'être dans les temps. Donc je suis Bénédicte Puy, je suis maître de conférence en mathématiques ici. Et la principale organisatrice de la journée, c'est Isabelle Grève, qui elle aussi est maître de conférence ici à l'Université de Pau. Donc on vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième édition de la journée Filles et Maths, une équation lumineuse. Vous étiez très nombreuses à vouloir venir, donc malheureusement, il y en a qui sont restés sur le carreau dans vos lycées. Donc j'espère que... Alors je ne sais pas si on refera une journée la prochaine fois, mais bon, on verra bien. Hein, en tout cas, transmettez le message aux autres de ce que vous aurez entendu aujourd'hui. Et puis, je pense aussi que la conférence qui va avoir lieu maintenant sera filmée. Et donc, il sera possible de le voir. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Petite intervention? Bonjour à toutes et tous, même si c'est très féminin. Donc, moi, je suis la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Et donc, je prends la parole 30 secondes parce qu'on est déjà un petit peu en retard, mais je voulais donc souligner l'intérêt de cette journée-là. Vous remercier de vous être mobilisés pour venir voir effectivement que l'orientation n'est pas forcément déterminée, que les études et derrière les métiers à vocation scientifique sont ouverts à tous et à toutes et que vous avez tout à fait votre place dans ces filières-là. Encore une fois, en termes d'études et derrière en termes de métier. N'hésitez pas à vous lancer, tout est possible, rien n'est prédéterminé pour personne. On peut commencer dans une voie et après en changer, il n'y a pas de problème. Et donc, ne vous interdisez rien, mesdemoiselles et mesdames. Voilà, juste ça. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, on est soutenu financièrement par pas mal de partenaires. Donc maintenant, nous allons peut-être embrayer sur la conférence. Donc nous accueillons Magali Ribaud. Nous la remercions beaucoup d'être venue de l'Université d'Orléans pour nous parler de la guerre des petites bêtes vue par les mathématiques. Bah écoutez, merci beaucoup. Donc merci, je répète, merci beaucoup à vous toutes, à vous et à vous tous d'être là et d'avoir fait donc le déplacement jusqu'à Pau. Visiblement, vous venez d'un tout petit peu moins loin qu'Orléans, mais j'apprécie quand même voilà, que vous ayez fait le trajet. Donc je vais essayer Donc déjà, je vais vous faire un exposé scientifique. Je vais vous parler de maths. Je vais vous parler un peu de mon domaine de recherche. Donc je suis enseignante et chercheuse à l'Université d'Orléans. Et mon domaine de recherche, c'est ce qu'on appelle la modélisation mathématique. Bon, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Et puis, en particulier pour la biologie et pour la dynamique des populations. Alors, modélisation mathématique, c'est pas un gros mot. C'est juste qu'on essaye de prendre des phénomènes qui sont dans la nature, donc des phénomènes physiques, des phénomènes chimiques, des phénomènes biologiques, et puis on les traduit en équations. On écrit une équation, puis cette équation, elle doit nous permettre de reproduire le phénomène observé. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à pas mal de choses. Petit 1, par exemple, pour les biologistes, donc les biologistes savent bien faire des expériences, savent étudier ce qui se passe, par exemple, dans un corps humain. Maintenant, il faut savoir qu'une expérience, si vous voulez la reproduire parce que vous voulez changer la température, par exemple, vous voulez changer les conditions de pression, si vous voulez changer tout un tas de choses, bah, ça demande du temps et ça demande de l'argent. Enfin, ça demande pas mal, ça demande du temps et de l'argent. Oui. Pour être un peu pragmatique, bref. Ça demande aussi sûrement de la concentration et d'énergie, mais pour être pragmatique, d'être dans de l'argent. Alors, une idée, c'est que ce que peuvent apporter les mathématiques et l'informatique là-dedans, c'est au lieu de faire l'expérience dans ce qu'on appelle in vivo, donc in vivo dans un corps, sur le vivant, on peut faire les expériences dans un ordinateur. Donc d'ailleurs, on a créé un mot pour ça,
Il y avait le in vivo qui est les expériences que les biologistes font sur les êtres vivants. Il y a le in vitro, c'était déjà quand des biologistes ils prenaient des cuves, des bioréacteurs pour faire des expériences en laboratoire. Donc c'était plus contrôlé, mais ça reste des expériences biologiques avec l'aléa de la biologie, etc. Et donc on a inventé un nouveau mot qui s'appelle in silico, puisque les ordinateurs sont faits à base de silicate, je crois. Et donc le but de ces expériences, c'est on reproduit l'expérience biologique sur un ordinateur. L'ordinateur, il fait le boulot pour vous, donc c'est moins d'énergie, moins de temps, moins cher. Et donc vous pouvez tester par exemple tout un tas de conditions si vous voulez savoir comment réagit votre souris quand elle est dans le froid à 10 degrés ou quand elle est très très chaud à 45 degrés. Alors, si vous avez une bonne équation qui reproduit le corps de la souris, vous mettez ça dans l'ordinateur, vous lui faites tester mais toutes les températures que vous voulez, c'est lui qui bosse. Donc la modélisation mathématique, ça sert à ça en fait, hein. Ça sert à essayer de reproduire des phénomènes sur un ordinateur. Alors, lorsque vous arrivez à faire une jolie histoire de modélisation mathématique, donc vous arrivez à reproduire le phénomène, c'est la première étape. Si vous n'arrivez pas à reproduire vraiment le phénomène, c'est que votre équation elle n'est pas bonne. Alors c'est pas facile la modélisation mathématique, il faut vraiment trouver la bonne équation qui récupère les bons phénomènes qui entrent en jeu pour expliquer ce que vous voyez. Et puis il faut aussi, donc qu'est-ce que j'ai dit, avoir la bonne équation. Et donc, il ne faut pas en prendre trop. Enfin, si vous mettrez trop de phénomènes, ça devient quelque chose de compliqué à programmer. Donc, il faut essayer de... Enfin, c'est une manière quand même de comprendre aussi ce qui se passe, de comprendre quels sont les phénomènes qui sont importants dans ce que vous observez. Et alors, une fois que vous avez réussi à reproduire le phénomène, il y a une autre étape qui est intéressante, c'est de prédire. C'est-à-dire, vous avez vu que votre souris, à moins 5 degrés, elle était un petit peu flagada. Vous avez vu qu'à 40 degrés aussi, que par contre à 20 degrés elle allait plutôt mieux. Et ben vous avez essayé de prédire qu'est-ce qui va se passer si je la mets à 3 degrés 5 par exemple. Alors c'est un peu un exemple peut-être un peu idiot ce que je vous donne, mais c'est voilà l'idée qui est derrière. Donc une fois qu'on a fait l'étape de reproduire le phénomène, c'est intéressant d'avoir des étapes de prédiction pour pouvoir dire quelque chose aux biologistes pour pouvoir. Et puis, si possible, si tout ça marche vraiment bien, on peut essayer de faire des étapes de contrôle, notamment, par exemple, de traitement, par exemple, médicamenteux. Vous faites d'abord, il y a des expériences qui sont faites en laboratoire. Et puis, si on arrive à faire un modèle mathématique adéquat, on va pouvoir tester différents types de protocoles de médicaments, voir comment essayer de faire des expériences sur ordinateur pour voir comment les patients réagissent et essayer d'avoir donc ce qu'on appelle une étape de contrôle, une étape qui peut aider les médecins à choisir le bon protocole. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer rapidement ce que c'était que la modélisation mathématique. Et donc c'est la base de mon travail de recherche dans le cadre de moi je regarde plutôt la dynamique des populations. Alors, j'ai ma définition de population, je l'ai prise sur Wikipédia. Hein, donc là, je peux vous citer ma source. Donc, c'est un ensemble d'individus ou d'éléments partageant une ou plusieurs caractéristiques. Ok, ça vous êtes plutôt d'accord avec moi qu'entre une population d'humains et une population de lapins, oui, bon, effectivement, on a des caractéristiques différentes. Et puis, les lapins ont des caractéristiques communes entre eux et nous, on a des caractéristiques communes entre nous. Une ou plusieurs caractéristiques qui servent à les regrouper. Alors donc on peut regarder, donc il y a des populations avec différents types d'individus, différentes tailles d'individus, différentes tailles de groupes. Et après, si je cherche à faire la modélisation mathématique, vous voyez par exemple, si je veux décrire je ne sais jamais si ce sont des chameaux ou des dromadaires. Donc je suis mathématicienne, hein. Je fais des maths pour la biologie, mais avant tout moi je suis une mathématicienne. Donc les questions biologiques, je les pose à mes collègues biologistes. Donc là, typiquement, si j'avais à faire ça, je leur demanderais d'abord si c'est un chameau ou un dromadaire. Parce que pour moi, c'est un animal qui a 4 pattes. Et encore, si c'est important qu'il ait 4 pattes, pas forcément sûr. Merci, merci Bénédicte. Donc là, vous voyez que j'ai mis des dromadaires, vous voyez que j'ai mis une foule d'humains et j'ai mis ici des bactéries. Et alors, si mon but, c'est de décrire le déplacement de ces individus, si je sais que vous voyez là, c'est une foule un peu compacte et visiblement tout le monde va vers la sortie de la gare avec une certaine vitesse. Vous voyez que là, les dromadaires, ils ont l'air de tous se suivre à la queue leu-leu.
Et puis si les bactéries, pareil, elles sont dans un tuyau et qu'elles nagent toutes à la même vitesse, en fait, je vais utiliser la même équation. Pour un mathématicien, que ce soit des dromadaires à 4 pattes, des bactéries avec une flagelle ou des humains à 2 pattes, si le mouvement que je veux décrire, si le phénomène que je veux décrire, c'est un groupe d'individus qui avance dans une direction avec une vitesse donnée, je vais utiliser la même équation. Alors évidemment, je vais par exemple devoir adapter la vitesse. Si vous prenez la classe de petite section de l'école maternelle de Saint-Jean-de-Luz qui va visiter un musée, peut-être pas conseillé, mais enfin bon, imaginons. Et puis à côté, vous avez le groupe de l'EHPAD d'Orthez, donc des seniors d'Orthez qui visitent le même musée. Ils ont à peu près le même mouvement. Quoique, non, c'est un peu plus... Je pense que les petites écoles maternelles, c'est un tout petit peu plus... Mais enfin bon, en moyenne, ils ont à peu près le même mouvement, mais ils n'ont pas du tout la même vitesse. Donc, je vais prendre la même équation, ça ne me gêne pas. Par contre, je vais adapter la vitesse. Je vais mettre celle des enfants un tout petit peu plus élevée que celle du groupe de seniors. Donc, l'idée du mathématicien ou de la mathématicienne, c'est ça. On va essayer d'avoir, si on observe un même phénomène, on va le décrire par la même équation. Et peu importe, en fait, quel est l'individu qu'on regarde. Et donc, on a des paramètres à adapter selon la population. C'est ce que je viens de vous expliquer avec cette histoire de vitesse. Alors, écrire un modèle, donc c'est tout un processus en soi, et il faut se poser les questions et les bonnes questions. Avec quelle précision veut-on décrire le phénomène? Est-ce que j'ai besoin de connaître le déplacement de chacun de mes dromadaires, ou finalement, est-ce que ça suffit de dire que j'ai un troupeau de dromadaires qui se déplacent ensemble? Qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que je suis intéressée par connaître l'âge des différents dromadaires dans le troupeau? Si c'est pour décrire juste l'endroit où ils vont, non, a priori non. Mais parfois, si je veux décrire par exemple le comportement d'un groupe de cellules, selon leur âge, elles vont réagir différemment et je vais devoir prendre l'âge en compte. Est-ce que le temps est important ou est-ce que c'est un phénomène finalement qui est à peu près stable pendant plusieurs jours et du coup, je n'aurai pas à prendre le temps en compte? Est-ce que l'espace est important? Il faut se poser ce genre de questions. Alors, est-ce que la forme de l'individu est importante? Là, j'ai essayé de vous expliquer que non, que finalement, parfois, entre une bactérie et un homme, si tous les deux se transportent à une même vitesse, la forme n'est pas importante. Mais parfois, quand même, pour décrire certains phénomènes, c'est important de savoir qu'on est debout sur nos 2 pieds. Et donc, que notre corps par exemple, est soumis à la gravité. Alors, que sait-on sur le phénomène? Si je veux essayer de décrire par une équation mathématique, je ne peux pas décrire un phénomène sur lequel j'ai aucune information. Juste une observation. Si j'ai une observation, si le biologiste avec qui je travaille me dit bah voilà, il se passe ça, mais alors je ne sais pas du tout comment ça marche. Je ne vais pas pouvoir écrire une équation. Donc il faut se poser toutes ces questions. Et alors après, il y a plein de modèles qui existent, plein de modèles différents en maths. Donc par exemple, il y a deux grands types de modèles. Il y en a qu'on appelle déterministes, d'autres stochastiques. Alors, les stochastiques, c'est à base de probabilités. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des probabilités. Non, hein. Si. Bon, bah, super. Donc ça, c'est les modèles stochastiques. Ouais, peut-être. Aléatoire, ça vous parle plus? Donc, on peut faire des modèles aléatoires. Donc ça c'est plus la spécialité de Bénédicte. Ou alors des modèles qu'on appelle donc déterministes, où là, il n'y a pas d'aléatoire. On dit, ça se passe comme ça, et ça va évoluer comme ça au cours du temps. Et ça, c'est plus ma spécialité. Donc, je vais plutôt vous présenter des modèles déterministes. Voilà quelques questions qu'on peut se poser en dynamique des populations. Alors, donc j'ai pas expliqué du tout pourquoi j'avais appelé mon exposé la guerre des petites bêtes. Donc, le but de cet exposé, si j'y arrive, mais si je parle pas trop longtemps, c'est d'essayer de vous montrer c'est de vous parler de modèles qui ont été faits pour ce qu'on appelle l'exclusion compétitive. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Et donc, en fait, c'est étudier des populations en compétition. Alors, j'ai pris cette image de film minuscule. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, vous êtes peut-être un peu vieux pour avoir vu minuscule. Peut-être que vos petits frères et vos petites sœurs l'ont vu. De toute façon, il y a le 2 qui sort au cinéma, si vous en attendrez peut-être pas parler. Enfin, je peux pas faire. Donc là, vous avez les fourmis rouges et les fourmis noires qui sont en compétition pour le morceau de sucre, en l'occurrence. Donc vous avez les mathématiques, par exemple, essayent de décrire ce qui se passe pour des populations en compétition pour une même source de nourriture.
Et on essaye d'expliquer ce phénomène donc, qui s'appelle, bon, je vais vous dire tout de suite, c'est d'exclusion compétitive qui dit si vous avez deux populations au même endroit qui se battent pour la même source de nourriture, ça ne va pas marcher. Il y en a une des deux qui va être amenée à disparaître. Alors, il y a d'autres, on peut se poser d'autres questions. Par exemple, ce qui se passe si vous mettez ensemble des proies et des prédateurs. Donc là, vous voyez, j'ai mis un requin avec des petits poissons. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les proies ont une chance de survivre? Là, vous voyez aussi que les mathématiques peuvent servir à décrire des modèles. On peut écrire des modèles d'épidémiologie, donc la propagation d'une maladie. Par exemple, là, vous voyez que c'est une évolution avec où l'espace est important. Je crois que ça, c'est la peste noire au Moyen-Âge, donc qui a commencé ici, vers Marseille, et puis qui se développe. Vous voyez les différentes zones avec les différents mois, je pense, les différentes années. Tout ça, donc il y a des modèles mathématiques pour décrire tous ces phénomènes-là. Alors, donc là, je vais rentrer dans des choses un peu plus concrètes. Je vais essayer de vous expliquer déjà comment est-ce qu'on décrit une population. Alors, je vais parler avec des outils mathématiques que vous ne connaissez pas encore. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont en première? Vous êtes tous en seconde? Ouais. Bon, alors je vais vous parler d'objets que vous allez voir l'année prochaine. C'est pas grave, comme ça vous prenez de l'avance sur les garçons. Et l'année prochaine, quand vous verrez les suites et les dérivés, vous leur direz, c'est facile, on connaît. Ok? Bon, vous pouvez même être sympa et leur expliquer ce que c'est en rentrant demain au lycée. Enfin, comme vous voulez. Ça, je vous laisse. Donc, alors, en tout cas, donc je sais que c'est des outils nouveaux pour vous. Vous m'arrêtez si je ne suis pas clair. Même les enseignants, les profs, vous m'arrêtez si vous trouvez que je ne suis pas claire et que ce n'est pas assez pédagogique pour des secondes. Donc, je vous présente Thomas Malthus, qui était un... Alors, à l'époque, on était un petit peu tout. On était un peu physicien, mathématicien en même temps. En tout cas, vous voyez qu'il n'est pas tout jeune. Enfin, d'ailleurs, en tout cas, il a vécu au 19e siècle, plutôt, 18-19e siècle. Et donc, il a voulu écrire un modèle de dynamique des populations. Comment est-ce qu'une population... Alors, il pensait qu'il y a une population humaine, lui. Comment est-ce que je peux décrire avec une équation l'évolution d'une population? Alors, vous en avez déjà entendu parler de Malthus ou pas? Le malthusianisme, ça vous dit rien? Non. Alors, si. Cette histoire de contrôle le contrôle des naissances en Chine, vous en avez entendu parler? Hein, vous savez que les Chinois n'avaient le droit qu'à... Alors, c'est fini maintenant, mais c'était encore il n'y a pas si longtemps que ça. N'avaient le droit de faire qu'un enfant, alors sauf quand même s'ils avaient une fille en premier, je crois qu'ils avaient le droit de faire un garçon après. Enfin, de retenter le coup et d'en faire un deuxième. Il me semble que c'était vraiment ça. Et donc, ce contrôle des naissances, il est basé sur l'idée du malthusianisme qui est, si on est trop, on ne va pas pouvoir survivre. Et que si on laisse... si les gens ont trop d'enfants, la population va être trop grande et puis on va pas pouvoir survivre. Alors Malthus, il a voulu étayer cette théorie par des équations mathématiques. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, j'ai une population qui vit à l'année n. Donc j'ai une population qui est je connais la population on est en 2019, de 2018 et je vais essayer de prédire quelle va être la population mondiale en 2019. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre 2018 et 2019? Il y a des bébés qui vont naître et il y a des gens qui vont mourir. Bon. Et il dit le nombre d'individus qui naissent est proportionnel au nombre d'individus dans la population. J'ai un taux de naissance, moi je l'ai appelé B ici. Donc, je prends la population à l'année 2018, je rajoute un certain pourcentage de naissance de cette population. Donc, je dis, non, là, j'ai pas d'idée. Donc, un certain pourcentage de naissance de la population, je le rajoute, c'est ce qui est en plus, et je soustrais les morts, qui sont aussi un certain pourcentage de la population. Et je vais trouver donc ce qu'on appelle donc une suite, c'est des nombres qui sont déterminés les uns à partir des autres. Donc, si vous connaissez la population en année 2000, cette équation mathématique que j'ai écrite derrière moi. Donc, vous remplacez n par 2000. P de 2000, c'est la population à l'année 2000. N plus 1, 2000 plus 1, ça fait 2001. Donc, vous avez la population à l'année 2001 qui se calcule à partir de la population à l'année 2000. Donc,
la population à l'année 2000, plus les naissances, moins les morts. Donc vous verrez l'année prochaine que c'est une suite. Et là, j'ai essayé de vous la représenter, cette suite, en fonction de l'année. Donc là, vous voyez, vous avez la suite en rouge. C'est dans le cas où j'ai plus de naissances que de morts. Alors, si je récapitule ce que j'ai écrit au transparent précédent, vous pouvez mettre en facteur Pn. Ça, vous savez factoriser. Pn, il est en facteur de 1 plus B moins D. B, c'est des notations à l'anglaise. Hein. B pour birth et D pour death. Et donc, vous voyez que ce qui se passe à l'année 2019, c'est un coefficient 1 plus B moins D qui ne dépend pas de l'année, multiplié par la population à l'année 2018. Si vous avez plus de naissances que de morts, ce coefficient, donc il devient plus grand que 1. Alors, vous ne connaissez pas les suites, mais on peut essayer quand même d'en calculer ensemble. Vous allez voir, c'est facile. Donc, imaginez que pour connaître la population entre 2 années successives, je multiplie par 2. Donc, on va multiplier par 10, c'est plus facile de multiplier par 10. Je pars d'une population où j'ai un individu. Si je multiplie par 10 à l'année d'après, il y en a 10. Je remultiplie par 10, 100. Je remultiplie par 10, 1000. Qu'est-ce que vous pensez de... Comment ça va continuer si vous prenez un grand nombre d'années? Ça va exploser, hein? Ça explose vite hein, quand on multiplie par 10. Quand on multiplie par 2, qu'est-ce qui se passe? 1 fois 2 fois 4, 2 fois 2, 4 fois 2, 8, 16, 30, 64. Vous en pensez quoi de cette suite? Elle explose aussi, plus doucement, mais elle explose aussi. Maintenant, si vous multipliez par quelque chose qui est plus petit que 1, alors si on multiplie par 1,5, on a déjà fait le calcul, c'est l'inverse du calcul qu'on vient de faire. Je parle d'une population, alors, vous allez me dire une population où il y a un individu, quand je multiplie par 1,5, ça fait quoi? 1,5 individu. Alors bon, en maths, ça ne nous choque pas trop, on dit juste, on change l'échelle, c'est pas grave. En fait, l'individu, c'est une unité de mesure. On va compter en millions d'individus. Ça vous va? Donc je parle d'1 million d'individus. Quand je multiplie par 1,5, je trouve 1,5 million d'individus. C'est bon, ça reste entier. Donc quand je vous dis une population de 1, je ne vous précise pas l'échelle, ou l'ordre de grandeur. Donc disons, quand je vous parle de 1,5 individu, pensez que c'est des millions d'individus et ça reste crédible. Donc si je parle d'une population de 1, je multiplie par 1,5, ça fait 1,5. Enfin, entre 2 années successives, si je multiplie par 1,5, je pars de 1, ça fait 1,5. Ensuite, ça va faire un quart, un huitième, un 16e. Vous en pensez de quoi, celle-là? Un 16e, un 32e, un 64e? Vous en pensez quoi? Vous avez une idée de ce qui va se passer quand, au bout d'un certain nombre d'années, ça devient tout petit, hein? Et si vous multipliez par un dixième, c'est pareil, ça va faire un dixième, un centième, un millième, ça devient tout petit. Donc en fait, là, si vous multipliez par quelque chose qui est... Alors, grosso modo, par quelque chose qui est plus petit que 1, on va dire que ça va tendre vers 0. Ça devient tout petit, petit, petit. Si vous multipliez par quelque chose qui est plus grand que 1, ça devient de plus en plus grand. C'est les deux dessins que j'ai mis ici. Vous voyez qu'en rouge, donc ça, c'est un graphique où vous avez le nombre d'années, puis là, vous avez la taille de population. En rouge, vous avez quelque chose qui croît très fortement, et en bleu, vous avez quelque chose qui tend vers 0. Et alors, Malthus, ça lui allait bien, hein. Nous, on trouve que c'est pas très réaliste quand même. Vous êtes d'accord pour une population? Que ce soit des animaux, que ce soit des humains. Alors bon, les bactéries, on a peut-être un petit peu moins d'intuition de ce qui se passe, mais quand même, on voit bien que la population, je sais pas moi, des lapins, malgré tout ce qu'on dit, c'est pas une population c'est pas une population qui a explosé, c'est pas une population qui s'est éteinte. Pareil pour les humains. Donc en fait, Malthus, ça servait ses idées, donc il était très content de son modèle, mais en fait, en pratique, il n'est pas très réaliste. Alors, il y a une autre façon d'écrire ça. Et ça, c'est un outil, c'est un outil aussi que vous allez voir l'année prochaine, mais vous l'avez peut-être déjà vu en physique. Vous avez déjà vu, non? La dérivée, ça vous dit quelque chose en physique? Non. La vitesse, ça vous dit quelque chose? Et la vitesse, en fait, c'est... comment vous calculez votre vitesse? Comment votre voiture, elle calcule la vitesse? Enfin, peut-être pas la vôtre d'ailleurs, vous conduisez peut-être pas. Comment la voiture de vos parents calcule la vitesse? Distance sur le temps. Alors voilà, exactement, c'est ça. La vitesse, c'est une distance sur le temps. La notion de dérivée, c'est ça, c'est qu'on va faire une différence
entre deux choses et on va diviser par une différence en temps. Alors, donc en fait, ce même modèle, on peut dire, au lieu de prendre des années entières, on va prendre la différence entre deux temps tout petits. Donc, par exemple, au lieu de prendre des différences entre la population entre 2 années successives, on va prendre entre ce qui se passe en 1 seconde. On prend des échelles de temps beaucoup plus petites. Donc on dit la population, je regarde la population, on est le 9 février ? Le 7, bon, on est le 7. Alors, on regarde la population le 7 février à 9h15 et j'essaye de voir la population le 7 février à 9h17. Alors, ça marche à peu près pareil. Je vais rajouter, bonjour, je vais rajouter des morts et je vais rajouter des naissances et je vais enlever des morts. Mais je vais l'écrire un tout petit peu différemment et je vais l'écrire avec la même notion de vitesse dont je viens de vous parler. Mais ça, cette fois-ci, ce n'est pas une vitesse au sens de vitesse de votre voiture, c'est la vitesse de croissance de la population. Il y a à peu près la même notion, c'est la notion de dérivée. J'ai vu que la pièce de théâtre, d'ailleurs, ce soir, s'appelait Dérivée. Donc peut-être que vous allez en réentendre parler. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans cette pièce de théâtre. Mais donc, une dérivée, c'est ça. Et ça vous donne aussi comment croît votre population. Et donc, on peut écrire, alors je vais passer rapidement dessus, on peut écrire des équations qui font intervenir la dérivée d'une quantité et la quantité elle-même. Donc, elle vous dit que la croissance de votre population, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Comment votre population croît. Elle croît en fonction des naissances, elle croît en fonction des morts. Le taux de naissance, en fait, il dépend de la population actuelle. Donc, en fait, on écrit plus ou moins que la vitesse de la population, donc vitesse de population, je dis vitesse de croissance, hein, la vitesse, c'est au sens de combien d'individus ma population augmente. Elle est proportionnelle elle s'écrit comme un taux fois la population actuelle, moins les décès actuels. Alors, vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même genre de modèle. Là, j'écris une fonction qui dépend du temps. C'est ce qu'on appelle un modèle continu. Tout à l'heure, mes suites, on appelle ça un modèle discret. Je regarde ce qui se passe pour le temps, pour des temps entiers. Je regarde ce qui se passe pour l'année 2011, pour l'année 2012. Tout à l'heure, je regardais ce qui se passait pour l'année 2011, pour l'année 2012, pour l'année 2013. Un modèle continu, je vais regarder, pour être plus précis, je vais pouvoir dire le 7 février à 10h moins 17, ma population, elle vaut tant. Et alors, vous voyez qu'en fait, les deux modèles, ils se ressemblent beaucoup. Vous voyez, en tout cas, les solutions. Là, ce que j'ai tracé, c'est une fonction. Les fonctions, par contre, vous connaissez. Donc, c'est la fonction qui décrit l'évolution de ma population. Et vous voyez que les courbes rouges et bleues que je présente sur cette image-là ont à peu près la même tête que les courbes rouges et bleues que j'ai sur cette image-là. Donc, ces deux modèles, c'est des modèles qui sont très, très semblables, sauf qu'on regarde le temps à une échelle différente. Il y en a un qui regarde ce qui se passe entre 2 années successives et l'autre qui regarde pour ce qu'on appelle un temps continu. On regarde ça pour n'importe quel temps. Et donc, il y a la même chose. C'est toujours le même modèle de Malthus et il est toujours aussi mauvais. C'est-à-dire, il prédit toujours que dans ce cas-là, la population va exploser au cours du temps. Le nombre d'individus va croître indéfiniment. Et là, vous avez la population qui s'éteint. On dit qu'elle s'éteint, elle tend vers 0 et donc, au bout d'un moment, on n'aura plus d'individus. Ces deux courbes-là, vous allez les revoir aussi en terminale. Ça s'appelle des exponentielles. Par contre, ça, vous avez peut-être entendu parler d'une croissance exponentielle dans le... Non, jamais. Ce mot-là, exponentielle, ça vous dit rien? Non. Donc parfois, on l'utilise en écho, etc. Croissance exponentielle, c'est quelque chose qui croît extrêmement vite. Donc ça, ces deux courbes-là, vous les reverrez en terminale. C'est une fonction, ça s'appelle une fonction exponentielle. Alors, est-ce que... Donc, ce que je vous ai dit, c'est que Malthus... je n'étais pas très convaincue par son modèle. Est-ce qu'il y a des cas où quand même ça marche? Alors oui, on appelle une catastrophe malthusienne un effondrement démographique qui suit une croissance exponentielle de la population. Alors vous voyez par exemple, en 1944, je vous ai écrit l'histoire, il y a 29 rennes qui ont été introduits sur l'île de Saint-Mathieu en mer de Bering. Alors je ne sais plus où est la mer de Bering. Il y en a qui savent parmi vous? Non, moi non plus, j'ai oublié. Bon, écoutez. Donc, en tout cas, c'est une île paumée, ça c'est sûr.
C'est sûr, c'est que sur une île paumée, on a mis les 29 rennes. Et alors, en 1963, ils étaient 6000. Vous voyez, là, il y a eu des relevés qui ont été faits. On les a suivis. Donc, en 1944, là, vous avez vos 29 rennes. Et en 1963, vous avez 6000 rennes. Et qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Ça décroît. 6 mois plus tard, il restait plus que 42 femelles. Et tous les autres rennes étaient mortes de faim. Donc, en fait, cette partie-là, ça va être une exponentielle, l'exponentielle rouge que je vous ai montrée juste avant, l'exponentielle croissante. Et cette partie-là, vous voyez une exponentielle décroissante, ça décroît extrêmement vite. En fait, tout simplement, ils avaient mangé toute la nourriture disponible. Ils n'avaient pas de prédateurs, donc ils proliféraient, ils se reproduisaient. On est arrivé à 6000 rennes. Et une fois qu'ils étaient à 6000 rennes, ils avaient déjà mangé pratiquement toute la nourriture disponible. Il n'y avait plus assez de renouvellement en fait, hein, de la végétation pour qu'ils puissent se nourrir. Et donc, toute la population a été décimée. Donc, voilà un cas où ça marche. Alors ensuite est arrivé Verhulst au 19e siècle, c'était pas très longtemps après, mais quand même un petit peu après. Et il a dit non, mais le modèle de Malthus, il n'est pas raisonnable. On sait bien qu'une population, ça ne croît pas vers l'infini, ou ça ne tend pas vers zéro, c'est trop simple. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il va y avoir une limitation due à la quantité de nourriture disponible. S'il n'y a pas assez de nourriture disponible, ma population, d'elle-même, elle va se réguler. Donc il a écrit, on peut encore écrire ça sous la forme soit d'un modèle avec des suites, soit d'un modèle avec des fonctions, qui nous dit, donc ça c'est à peu près, la première partie c'est à peu près le même modèle que tout à l'heure. J'ai ma population qui est multipliée chaque année avec un coefficient A, et puis je multiplie par un autre terme, 1 moins Pn sur K, qui lui va avoir pour effet de limiter la taille de ma population. Donc si la population, on peut faire une histoire de... On peut regarder ça avec le signe. Alors une population, ça doit être positif. Je vous ai dit, donc je fais des maths, je ne fais pas de différence entre les bactéries et les dromadaires, mais par contre je garde en tête que la population... Alors je vous ai dit qu'une population d'un demi-individu, ça ne me choquait pas, oui, mais une population négative, là quand même, là je ne suis pas d'accord. Alors, donc une population, ça doit rester positif. Une population de moins 2 individus, là je tique. Donc si vous regardez cette suite, qu'est-ce qui va se passer? Si la population, donc P, dépasse ce paramètre K, donc A c'est un coefficient qui est positif, c'est un taux de croissance. P c'est une population, elle est positive. Si P est supérieur à K, P sur K est plus grand que 1, 1 moins P sur K est négatif, et ma population devient négative. Donc là, il y a un problème. Donc si ma population dépasse le paramètre K, on va avoir un problème. Alors ce paramètre K, on l'appelle la capacité de l'environnement, et donc c'est un facteur qui régule la taille de la population. Et vous allez avoir dans ce cas-là ce genre de dessin. Donc ça, alors oubliez le dessin qui est à droite. Pour différentes populations initiales, j'ai tracé en fonction des années l'évolution de la population. Et vous voyez que la population en rouge, elle va plus tendre vers l'infini. Là, elle va stagner. Vous voyez qu'elle va s'approcher. Donc elle commence vers 0,1, elle monte vers 0,2, 0,4, 0,8. Et vous voyez qu'elle s'approche de 1 et qu'elle ne dépasse pas 1. Et que quand les années augmentent, ma population, elle devient de plus en plus proche de 1 sans le dépasser. Alors pareil, quand vous verrez les suites, vous verrez la notion de limite. Donc quand je vous dis à chaque fois, quand n devient de plus en plus grand, quand le nombre d'années augmente, tout ça, c'est ce qu'on appelle la limite en maths. Et donc là, on va dire que la limite, là vous comprenez ce que ça veut dire, hein, la limite, c'est là où on arrive. La limite, ici, ça va être 1 lorsque le temps devient grand. Alors pareil, 1, c'est... au sens mathématique, ça a été, j'ai pris ma constante grand K égale à 3 ici. Il faudrait voir quel est le bon ordre de grandeur, quelle est la bonne unité de mesure utilisée. Alors, par contre, quand on regarde ces suites, vous voyez que
donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vous ai tracé différentes suites avec ce dernier modèle que je viens de vous présenter, avec une capacité d'environnement limitée. Et puis, j'ai changé les paramètres. Donc, au début, la population, quand je la calcule, elle tend vers la valeur 1. Ensuite, elle a l'air encore de tendre vers 1, mais vous voyez qu'elle fait des oscillations vers la valeur bleue, pardon, ça ne veut pas toujours 1. Elle fait des oscillations avant de tendre vers cette valeur en passant au-dessus et en dessous. Puis, elle oscille de plus en plus. Et vous voyez qu'à la fin, là, je ne sais pas trop, on ne sait pas prédire l'évolution de cette suite lorsque n devient grand. Donc, vous voyez que selon le paramètre, le calcul de ma suite ne va pas me donner le même comportement et ne va pas forcément me donner de comportement identifiable. Alors que si vous faites la même chose avec l'équation continue en temps que je vous ai montré, ça s'appelle une équation différentielle, ça vous verrez ça plus tard. Si vous tracez l'évolution de la population au cours du temps, vous allez, quel que soit le paramètre, avoir ce même schéma, c'est-à-dire avoir ce même graphique pour la population. C'est ce que je vous ai... c'est ce que j'ai commenté tout à l'heure. Vous avez votre population, elle commence à croître, elle s'approche d'une valeur qui est ici 1, et puis elle va s'approcher de 1 et stagner autour de 1. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer là, je pense que je ne l'ai pas dit très clairement jusque-là, c'est que entre les suites donc, sont peut-être plus faciles à comprendre. Donc cette notion de suite, je prends ce que je connais à l'instant 2000, à l'année 2018 et je prédis ce qui se passe à l'année 2019. C'est un peu un procédé algorithmique. Une fois que je connais 2018, je peux calculer 2019. Une fois que je connais 2019, je peux calculer 2020. Mais ça donne un comportement beaucoup plus aléatoire que si vous avez l'évolution d'une fonction avec un temps qu'on appelle continu, c'est-à-dire si on regarde seconde par seconde. Alors, est-ce que ce nouveau modèle... voilà. Donc, je vous ai introduit ce nouveau modèle avec cette fois-ci une limitation où on dit je limite la taille de la population à cause de l'environnement, à cause de la quantité de ressources. Alors, est-ce que ce nouveau modèle, alors, pareil, pour les humains, si vous voulez modéliser la population humaine, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup plus de facteurs qui entrent en jeu. Il y a des facteurs économiques, il y a des facteurs psychologiques, il y a tout un tas de facteurs. Et sincèrement, modéliser une population d'humains sur plusieurs années, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il y aurait beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en jeu. Par contre, alors, je vous présente les paraméties. Donc, les paraméties, ce sont des organismes unicellulaires qui servent, je crois, essentiellement à des expériences en laboratoire parce que c'est assez résistant, donc c'est assez difficile de les faire crever. Et puis, elles sont vraiment très simples, donc c'est assez facile à étudier. Donc, je crois qu'essentiellement, les paraméties, leur rôle principal, c'est de faire des expériences, c'est de permettre de faire des expériences en laboratoire. Donc, voilà la tête d'une paramétie. Alors, ça, c'est une paramétie en peluche. C'est tiré d'un site web qui vend des peluches où vous pouvez trouver tout plein de bactéries, de virus, etc. sous forme de peluche. Donc voilà la paramétie. Donc on voit un peu mieux. Disons que schématiquement, on voit un peu mieux à quoi elle ressemble. Elle a quand même un système digestif très primitif, mais elle a un système digestif, par exemple. Je ne sais pas si elle a des yeux comme sur la peluche, mais enfin bon, bref. Donc en tout cas, bref, revenons à ces paraméties. Elles sont faciles à étudier en laboratoire. Donc dès 1969, vous voyez qu'il y a eu des relevés de faits. Donc c'est Van der Meer en 1969. Vous voyez qu'il a fait tous ces petits points avec du tracé, donc plus ou moins la population en fonction du temps. Et puis la courbe, donc ça c'est les petits points que vous voyez, la courbe noire que vous voyez, les courbes noires que vous voyez ici, ce sont des courbes qui sont données par cette équation, par cette solution, la solution de l'équation qu'on appelle donc équation différentielle qui nous donne la population au cours du temps. Et vous voyez que si on choisit bien les paramètres, donc si on choisit bien la capacité de l'environnement par exemple, ou le taux de croissance de l'individu, les points coïncident très bien avec la courbe pleine. Donc en fait, pour ces individus-là, le modèle de Verhulst, donc le dernier modèle que je vous ai présenté, marche pas mal. Ça marche aussi pour ceux-là.
Les moutons de Tasmanie, donc pareil, hein, Tasmanie, vous voyez qu'on aime bien faire des expériences dans des endroits un peu isolés, effectivement, pour faire des modèles les plus simples, il faut qu'il y ait moins de paramètres possibles. Donc l'idée, c'est qu'on a introduit ces moutons en Tasmanie, en quelle année? En 1810. Et vous voyez qu'il y a des relevés qui ont été faits sur l'évolution des moutons au cours des années. Et puis, c'est les points. Et vous voyez qu'une courbe, ça passe pas mal. Une courbe du type, celle que je vous ai montrée en rouge, reproduit assez bien l'évolution du mouton après son introduction à Tasmanie. Et ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, au début, vous avez le nombre de moutons croît. Donc, vers les années 1824, vous avez déjà dans les 500 moutons. Et puis, dans les années vers les années 1864, vous voyez que la population de moutons, elle se stabilise à peu près 2000 individus. Et après, elle ne va pas être très différente de 2000 individus. En fait, qu'est-ce que c'est cette population de 2000 individus? C'est la population d'équilibre. C'est-à-dire, s'il y en avait plus, ils n'auraient plus assez à manger. Et s'il y en avait moins, ils voient qu'il y a encore un petit peu de marge, donc ils se reproduisent. Et on attend à peu près une population d'équilibre qui ne va pas tellement bouger au cours des années. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut essayer d'étudier ce qui se passe pour plusieurs populations mises ensemble. Donc, les mathématiciens ont essayé... attends, je vais y arriver. Donc, ici, vous voyez une population assez clairement, hein, je pense que c'est les petits poissons considèrent les gros comme des prédateurs. Donc, je crois que c'est une assez bonne image de proie et de prédateurs. Donc, vous voyez ces gros poissons là qui forment des trous autour d'eux et tous les bancs de petits poissons qui s'écartent des prédateurs. Alors, l'histoire du modèle décrit par Lotka et Volterra, donc de proie prédateur, ça vient aussi c'est une histoire assez marrante. C'est pendant la Première Guerre mondiale en Italie. Donc vous avez des usines de pêche hein, qui récoltaient dans ces usines arrivent les prises des pêcheurs et ils faisaient les prises des pêcheurs indifféremment amener des petits poissons et des grands poissons, les gros poissons étant des prédateurs des petits. Et donc, ils ont fait un peu un décompte du pourcentage de petits poissons dans cette... il y a bien un décompte année par année du pourcentage de petits poissons dans 3 ports d'Italie, Trieste, Fiume et Venice. Et on s'est rendu compte que pendant la Première Guerre mondiale, la proportion de petits poissons, donc ceux qui se font manger par les gros, était bien plus importante que les autres années. Donc, Lotka et Volterra, ce sont 2 mathématiciens italiens, donc vous voyez, de la première moitié du XXe siècle, ont décidé d'écrire un modèle pour ça. Donc, leur modèle, essentiellement, c'est... Alors, je vais essayer de vous expliquer. Vous avez des sardines et vous avez des requins. Alors, c'est les requins qui mangent les sardines. OK, donc les sardines, c'est les proies, les requins, les prédateurs. Comment évolue la population de sardines? Vous avez les sardines. S'il n'y a pas de requins, elles sont peinardes. Elles vivent bien. Elles se reproduisent, tout va bien pour elles. C'est la partie noire qui est écrite ici. Le nombre de sardines à l'année, donc N+1, donc par exemple à l'année 2019, c'est le nombre de sardines que j'avais à l'année 2018, plus un terme qui regroupe les naissances et les morts des sardines, mais en l'absence de requins, les sardines, elles vivent plutôt bien elles augmentent. Donc on suppose que ça, c'est un terme positif de croissance des sardines entre 2 années successives. Les requins, en revanche, s'ils sont tout seuls et qu'il n'y a pas de sardines, ils n'ont rien à manger. Donc, entre 2 années successives, entre l'année N+1 et l'année N pour les requins, s'il n'y a pas de sardines, ils meurent. Donc, on met un terme négatif pour dire qu'il y a moins de requins. Si c'est négatif, si ça c'est négatif, ça c'est négatif, donc le nombre de requins à l'année N+1 est plus petit que le nombre de requins à l'année N. Oui, mais voilà, les sardines et les requins, ils vivent au même endroit. Et donc, ce qui se passe, c'est que si vous mettez les requins et les sardines au même endroit, les requins mangent les sardines, il n'y a pas de doute. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On rajoute un terme qui va modifier les équations et qui prend en compte le fait, effectivement, que les requins mangent les sardines. Alors, c'est un terme qui va être positif pour les requins. Les sardines, c'est une source de nourriture pour eux. Plus il y a de sardines, plus ils se reproduisent, plus ils sont nombreux. Par contre, pour les sardines, ça va être un terme négatif. Dès qu'ils rencontrent un requin... Malheureusement, les sardines, dès qu'une sardine rencontre un requin, il y a une sardine de moins dans la population de sardines. Donc vous voyez que c'est le même terme, à peu près, au coefficient près, que je mets dans les 2 équations.
mon équation sur les sardines, mon équation sur les requins, avec un signe moins pour les sardines, parce que c'est négatif pour les sardines, c'est un effet négatif pour les sardines, c'est un effet qui fait décroître la population de sardines, et avec un signe plus pour les requins, parce que c'est une population, c'est un terme qui fait croître la population de requins. Et donc, voilà. Donc, il y a l'équivalent. Là, je vous expliquais ça avec des suites. Il y a l'équivalent où on peut écrire ça avec des fonctions. Et voilà ce que va donner. Donc, ce modèle de Lotka et Volterra, en incluant en plus la pêche, ils ont réussi à retrouver les résultats de ce que je vous ai décrit juste avant, que en période de Première Guerre mondiale, ah oui, donc j'ai pas fait le lien. La Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Les pêcheurs, ils étaient au front, donc il y avait moins de pêche. Et donc avec ces expressions mathématiques que je viens de vous montrer, exactement celles que vous venez de voir, Lotka et Volterra ont réussi à expliquer pourquoi, lorsqu'il y avait moins de pêche, il y avait plus de petits poissons. Et vous voyez qu'ils trouvent des solutions. Alors elles sont marrantes ces solutions. Donc ça c'est une fonction. La fonction rouge, c'est les sardines, le nombre de sardines au cours du temps. Et la fonction bleue, c'est le nombre de requins au cours du temps. Donc déjà, vous voyez qu'elles se répètent. On appelle ça des fonctions périodiques. Elles se répètent au cours du temps. Puis alors, on peut, grâce à ces fonctions, essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, lorsque là, vous voyez que le nombre de sardines croît, augmente. C'est croissant. Quand le nombre de sardines augmente, qu'est-ce qui se passe? Les requins, ils ont plus à manger. Donc, le nombre de requins augmente aussi. Vous voyez, quand la courbe rouge croît, la courbe bleue, avec un petit décalage, elle croît aussi. Mais quand les requins commencent à trop manger les sardines, elles diminuent. Vous voyez que le bout de courbe rouge qui est là, lui, par contre, il est décroissant. On a un nombre de sardines qui diminue. Ah bah, si le nombre de sardines diminue, pour les requins, ils ont moins à manger. Le nombre de requins va diminuer aussi, avec un petit décalage. Ah ben s'il y a moins de requins, les sardines, elles repartent à la hausse. Et donc, vous avez comme ça un cycle qui va se faire. La croissance de sardines, plus il y a de sardines, plus il y a de requins, plus il y a de requins, moins il y a de sardines, moins il y a de sardines, moins il y a de requins, les sardines repartent. Et donc vous avez un cycle comme ça entre deux populations. Pareil, il y a des relevés qui ont été faits. Alors, donc encore une histoire, je vous fais une dernière histoire, peut-être pas la dernière, je sais pas, d'animaux. Cette fois-ci, c'est en baie d'Hudson, c'est au Canada, ça je le sais. Je ne sais pas où au Canada, mais c'est au Canada. Et donc, les trappeurs chassaient à la fois les lynx et les lièvres. Donc, c'est les lynx qui sont des prédateurs du lièvre. Ça se voit là-haut. Le lièvre là-haut, il ne fait pas le malin. Et donc, vous aviez les lynx et les lièvres, et les trappeurs, ils chassaient les deux. Ils les chassaient, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Une fois qu'ils les avaient chassés, ils les dépeçaient, et ils vendaient les peaux. Alors, c'est dans les années... c'est pas tout à fait actuel, hein, mon histoire. C'est au début du XXe siècle, quand même. Donc, ils apportaient les peaux. Et donc, je ne sais pas qui, à partir des peaux, le nombre de peaux reçues par la compagnie de la baie d'Hudson, vous voyez, par la compagnie de la baie d'Hudson, a fait des relevés du nombre de peaux reçues sur plusieurs années. Et donc, vous voyez un comportement qui, effectivement, se répète entre les lynx et les lièvres. Et vous voyez ce petit décalage dont je vous parle, qui se voit, par exemple, sur cette partie ici. Donc ces relevés correspondent assez bien avec les solutions de nos équations mathématiques. Alors, tout ça pour dire, donc voilà, là j'essaye de vous montrer sur des exemples. Alors, ce sont des exemples simples, ce sont des exemples de base, mais ces exemples de base, moi, dans ma modélisation mathématique que je fais tous les jours, je continue d'utiliser ce genre d'équations. Ce sont mes briques de base pour étudier des systèmes plus compliqués. Et donc, vous voyez que la démarche, quand je vous explique la démarche, j'essaie de vous expliquer comment on trouve l'équation. On rajoute un terme à l'équation. L'équation ne nous convient pas tout à fait. Bon, on va rajouter un autre terme qui va changer un petit peu le comportement. Maintenant, je mets deux populations en interaction. J'écris les équations séparément, puis ensuite, j'écris comment est-ce qu'elles rentrent en interaction l'une avec l'autre. Et une fois que j'ai fait cette démarche, qu'est-ce que je fais? Là, vous voyez que j'essaye à chaque fois de vous montrer un exemple concret où, effectivement, mon modèle marche et représente ce qu'on peut observer. Alors ensuite, par exemple, on peut faire... Donc là, c'était une compétition proie-prédateur. On peut faire un modèle de compétition. Comme je vous ai expliqué, on a alors donc, par exemple, ici, on a deux sortes de paramécies. Elles sont en compétition pour la même source de nourriture. Est-ce qu'on peut expliquer ce qui se passe? Alors pareil, il y a eu des expériences qui ont été faites. Vous avez paramécie caudatum et paramécie
Aurelia. Donc là, c'est ce qui se passe. Donc la courbe alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, ça c'est le nombre. Là, c'est le nombre de Paramecia aurelia et le nombre de Paramecia caudatum lorsqu'elles sont cultivées séparément. Elles sont chacune dans leur bac. Chacune dans leur bac, on retrouve les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure. Elles se stabilisent autour d'une valeur qui est leur valeur d'équilibre. Maintenant, je les mets ensemble. Voilà ce qui se passe. Les mêmes, enfin les mêmes, à peu près. Enfin les mêmes, elles sont en tout cas des mêmes populations. Vous voyez qu'ici, il y a Paramecia, je crois que c'est caudatum, qui, elle, se stabilise toujours vers une valeur. Mais par contre, vous voyez que celle-là, Paramecia aurelum, elle tend vers 0. Donc ce qui tend à dire qu'en fait, si je mets ces deux populations qui vivaient très bien séparément, alors quand on les cultive comme ça séparément, on leur met toute la nourriture qu'elles veulent. Hein. Elles sont, en tout cas, elles ont de la nourriture en nombre suffisant pour atteindre leur population d'équilibre. Si je les mets dans un bac commun, il y en a une qui va disparaître. Il y en a une la population va tendre vers 0. Et donc c'est ça le principe de compétition exclusive dont je vous avais parlé. C'est un principe écologique qui a donc été formulé par des écologistes, que deux populations ne peuvent pas survivre si elles partagent la même source de nourriture. Alors, donc pareil, on peut écrire des équations mathématiques qui montrent la compétition entre deux populations. Donc vous voyez que là, j'ai tracé des solutions au cours du temps pour ces deux populations. Il y a une population qui s'éteint, il y a une population qui se stabilise vers une population d'équilibre. Alors, donc, l'histoire de la compétition exclusive, c'est ça, c'est dire j'ai deux populations. Elles se partagent la même ressource de nourriture. Elles vont pas pouvoir. Il ne peut survivre plus d'espèces que de ressources. Alors, il y a un autre principe en écologie qui s'appelle, je l'ai mis ou pas, le paradoxe du plancton, qui dit oui, mais enfin, il y a quand même beaucoup de planctons différents. Vous voyez que là, il y a plusieurs planctons différents au regard du nombre limité de ressources. Donc, en fait, cette théorie, elle est valable jusqu'à un certain point. Donc, en fait, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est qu'effectivement, vous mettez deux populations dans une même cuve et elles ont la même source de nourriture, elles ne vont pas survivre. Par contre, elles vont quand même, si vous mettez par exemple un peu plus d'espace, enfin, disons, les mettre toutes les deux dans une même cuve, ce n'est pas reproduire exactement ce qui se passe dans la réalité. Dans les réalités, si vous mettez des populations ensemble, donc l'expérience a été faite sur des singes ou sur des oiseaux. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez, vous avez les oiseaux jaunes et les oiseaux rouges ici qui ont la même source de nourriture. Alors je pense qu'elles trouvent ça doit être des petits vers qu'elles trouvent dans les arbres, imaginons. Je pense que c'est ça. Si les jaunes sont tout seuls, ils vont manger à tous les étages. Arrivent des rouges. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, les deux groupes d'oiseaux qui ont la même source de nourriture, ils vont se séparer au niveau de l'espace. Vous voyez que les jaunes, ils vont manger dans les feuilles de l'arbre. Les rouges, eux, ils vont manger le long du tronc. Et donc, si vous mettez... Donc, en pratique, les espèces, elles arrivent à s'adapter. Et donc, si vous leur mettez de l'espace... Et donc, pour l'instant, ce qui manquait dans mon histoire de population en compétition, c'est que je n'avais pas mis d'espace. Si vous mettez de l'espace, les populations, elles vont pouvoir se séparer en différents endroits et elles vont pouvoir consommer la nourriture chacune à un endroit différent, et donc elles vont pouvoir survivre. Certes, elles ne vont pas pouvoir survivre toutes les deux au même endroit, mais elles vont pouvoir survivre dans ce qu'on appelle des niches écologiques. Et donc pareil, on a des équations mathématiques qui permettent alors elles sont peut-être un peu plus... voilà, donc on a des équations mathématiques qui vous montrent d'abord la compétition exclusive. Donc la population 1, elle est en bleu, elle s'éteint. La population rouge, elle est en... la population 2, la population rouge, elle est en rouge. Oui, la population 2, elle est en rouge. Elle tend vers une valeur d'équilibre. Et donc, là, c'est un cas où elles ne cohabitent pas. Maintenant, si je mets un graphique avec différents compartiments, différentes cuves, que je les étudie avec des cuves qui sont reliées entre elles, elles pourraient passer d'une cuve à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est pas très lisible, ce graphique, parce que j'ai mis... donc, combien vous avez d'inconnus? Vous avez deux cuves. J'ai pris deux cuves. Dans chaque cuve, vous avez deux populations et une ressource. Donc, vous avez trois graphiques. Et donc, dans la population 1, cuve 1, c'est en rouge. Population 2, cuve 1, c'est en bleu. Donc, rouge et bleu, elles sont dans la même cuve.
Dans la cuve 1, c'est la population 1 qui s'éteint et la population 2 qui survit. Dans la cuve 2, c'est la population... Alors, rose et rouge correspondent, c'est toutes les deux la population 1. Et bleu clair et bleu foncé correspondent, c'est toutes les deux la population bleue. La population 2, pardon. Donc dans la cuve 1, la population qui va bien, c'est la bleue, c'est la numéro 2. Dans la cuve 2, la population qui va bien, entre la rose et la bleu ciel, c'est la rose, c'est la population 1. Je sais pas si moi je m'en mêle les pinceaux, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas, dans chaque population a trouvé sa cuve. Chaque population va survivre dans une de ces cuves et tout va bien se passer. Elles vont pouvoir toutes les deux vivre, mais chacune de leur côté, pas ensemble. Donc voilà un peu. Alors, je ne vous ai pas montré les équations là parce que juste le message que je veux vous faire passer, la base des équations qu'on va écrire pour obtenir ces courbes-là, c'est les équations dont je vous ai parlé au début. C'est ces modèles de Malthus et de Verus, ça reste la base. Simplement, on rajoute des termes à chaque fois qui dit que la ressource est consommée, que la ressource évolue, etc. Voilà. Alors, en fait, je vais, pour finir, plutôt vous parler de mon métier de chercheur. Donc, j'ai essayé de vous montrer comment je joue avec les équations pour reproduire des phénomènes mathématiques. Mais alors, à votre avis, qu'est-ce que je fais toute la journée? Est-ce que vous avez une idée de comment se passent mes journées? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, évidemment, je prends un petit déjeuner, je prends une douche, je dors, je mange, mais quand je dois bosser, qu'est-ce que je fais? Comment? Je vous ai montré ce sur quoi je bosse, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bon, on oublie la vie de famille, j'ai aussi des enfants qu'il faut préparer le matin et qui hurlent le soir, ça j'ai aussi. Mais quand je suis tranquille quand ça y est, ils sont à l'école, que je prends ma voiture, que je vais à l'université d'Orléans, que j'arrive dans mon bureau. Vous avez une idée? Ou pour vous, ça vous semble... Non, vous n'avez aucune idée. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand je vous montre tout ça, vous pouvez penser à un mathématicien, une mathématicienne. Elle fait des calculs assis à son bureau. Ça vous va, ça, comme image? Ouais, hein, ça vous va. Alors... En fait, ce que je vous ai montré, c'est quand même des choses que j'ai fait avec mon ordinateur. Donc, je ne fais pas que des calculs assis à mon bureau. Parfois, je passe de mon bureau à mon ordinateur. Et je demande à mon ordinateur de faire des calculs pour moi. Mais ça, en fait, c'est qu'une toute petite partie de mon travail. Qu'est-ce que je fais? Parfois, je vais à Pau. Et oui, ça, vous le voyez. Parfois, je vais à Pau faire un exposé à des lycéennes. Et aussi à des mathématiciens. Demain, je vais faire un exposé aux mathématiciens du laboratoire de Pau. Pour écrire mes modèles, pour comprendre ce que je fais en mathématiques, j'ai besoin de savoir ce que font les autres autour de moi. Je ne les invente pas, mes mathématiques. Je vous ai dit, mes modèles, c'est les briques de base que je vous ai montrées au départ. Enfin, j'invente des choses, pardon. J'invente mes mathématiques, mais à partir de ce qu'ont fait les autres. Je ne vais pas refaire toute une théorie mathématique. Donc, je dois lire des articles pour savoir ce que font les autres. Je vais dire, ah ben tiens, il a fait ça c'est une bonne idée. Lui, il a fait ça, il a vu en physique, il a vu tel phénomène, mais en fait, ça correspond assez bien à ce que font les bactéries en biologie. Je vais essayer de voir si ça marche pareil pour les bactéries. Donc, je dois lire des articles, je dois lire des livres pour me tenir au courant et pour avoir de nouvelles idées. Je discute avec mes collègues, parce que souvent, le collègue qui a le bureau d'à côté, il a une autre spécialité par rapport à moi. Et c'est souvent les spécialités. Comment est-ce qu'on fait des choses qui avancent? C'est en écoutant les spécialités des autres, en essayant de mélanger. Par exemple, essayer de mélanger ce que font les collègues qui travaillent avec de l'aléatoire avec ce qu'on fait avec du déterministe. Et là, on peut essayer de comparer ce qu'on fait. On peut essayer de voir si par hasard, on ne pourrait pas faire coller les choses ensemble. Et là, ça devient intéressant. Donc, toujours discuter avec ses collègues qui ont d'autres spécialités, qui ont des nouvelles idées à nous donner. Alors, si je fais des exposés, ça veut dire que moi aussi, j'en écoute. Moi aussi, j'écoute les exposés de collègues, je participe à des conférences. Donc, au passage, je voyage un peu, à Pau ou ailleurs. Alors, si je lis des articles, pareil. Ça veut dire que mes collègues écrivent des articles, ça veut dire que moi aussi, j'écris des articles. Donc, parfois, je passe la journée, voire plusieurs journées, en fait, à écrire le résultat des calculs que j'ai fait assise à mon bureau ou alors des calculs que j'ai fait tourner sur mon ordinateur. Je prépare des exposés, comme celui-là. Je les présente. Ah oui, j'encadre des stages.
j'encadre des stages. Donc, ça va être des stages. En ce moment, là, j'encadre un projet pour des étudiants qui sont en licence 3. Je peux encadrer des stages d'étudiants en master 2. On peut encadrer des groupes Matangine. Je ne sais pas, vous connaissez Matangine ou des choses comme ça, non? Qui est des projets qui sont faits entre des universitaires et des lycéens. Il y a tout un tas de stages à encadrer. Je peux encadrer des thèses. Alors, des thèses, c'est un peu plus grand. Donc, la thèse, c'est après le master. Donc, ça, donc, quand vous arrivez à l'université, après la licence en 3 ans, le master en 2 ans, vous pouvez faire un doctorat si vous avez envie de faire Vous pouvez faire un doctorat donc pas de thésards. Les thésards, c'est un peu des bébés chercheurs. Enfin, c'est des jeunes, c'est des étudiants qui sont à moitié... Enfin, ils sont encore un tout petit peu étudiants, mais ils commencent vraiment à voir ce que c'est que le métier de la recherche. Et donc, ils se mettent eux aussi à chercher. Mais ils ne le font pas tout seuls, il y a des encadrants. Donc, j'encadre des thèses. Ah oui, alors, les articles, c'est bien de lire des articles et d'écrire des articles, mais il faut savoir s'ils ont un intérêt, ces articles, s'ils sont corrects. Et ben, qui est-ce qui fait ce boulot-là? C'est aussi d'autres chercheurs. Donc, on relit, on évalue les travaux d'autres chercheurs. J'ai encore autre chose? Ah bah oui, j'ai encore autre chose. Par exemple, organiser une journée comme celle d'aujourd'hui, ça demande un financement. Quand Bénédicte a fait l'introduction, elle a dit qu'elle remerciait tous les gens qui avaient, toutes les institutions qui avaient donné de l'argent. Et donc, une partie de notre temps, c'est aussi obtenir des financements pour organiser des journées comme celle-là, ou écrire des projets de recherche pour obtenir des financements pour faire de la recherche. Organiser des journées comme celle-là, organiser des conférences, ça fait partie aussi de notre travail. Donc vous voyez, faire des calculs assis à mon bureau et écrire et faire tourner des programmes, regardez la proportion par rapport... Enfin, dans ma liste, c'est 2 items sur une liste de 11, si je sais encore compter. Je vous laisse vérifier. Ah oui, alors ça, c'est que la partie recherche. Et la recherche, c'est la moitié de notre travail, comme dit Bénédicte. L'autre moitié de mon travail, c'est enseigner. Donc moi, j'enseigne je n'ai pas de licence 1, mais j'enseigne en licence 2, j'enseigne en licence 3, j'enseigne en master 1. Voilà. Et alors, effectivement, je n'ai pas mis aussi participer à des réunions, parce qu'on a pas mal de réunions, pour organiser l'enseignement, pour organiser la recherche au niveau de l'université, pour organiser la recherche au niveau, même au niveau national. Il y a tout un tas de réunions. Tout ça, c'est compris dans les 3 petits points. Donc, réfléchir assis à son bureau, c'est l'image qu'on a du chercheur. C'est vrai que ça occupe une bonne partie du temps quand on a de la chance, enfin, quand on peut, mais c'est pas ça un métier de chercheur. On travaille en fait à plusieurs. On travaille en groupe, on apprend tout le temps, on discute ses résultats, on communique, on participe à l'animation de tout un tas de choses. Donc le métier de chercheur, c'est pas un travail isolé où on est assis à son bureau à regarder sa feuille et à surtout pas parler aux autres. C'est plutôt tout le contraire en fait. Voilà. Et donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus parce que déjà il est l'heure. Et puis voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Donc je crois que séance de questions maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur tout et n'importe quoi, sauf la biologie? Vous avez vu que je ne suis pas très bonne en biologie. Ni en géographie, non, effectivement. Alors, est-ce que vous avez des questions, soit sur donc les maths que je vous ai présentées, soit sur mon métier, ou sur... Vous êtes timide? Oui, ah oui, si vous n'osez pas... Pour la population de rennes et la population de moutons, pourquoi le modèle est complètement différent? Par exemple, pour le comportement des 2 populations complètement différentes. Oui. Oui, les rennes, ils explosent complètement et le mouton de Tasmanie se régule. Écoute, je ne sais pas. Parce que tu vois, en tant que... C'est une question de biologie, je ne vais pas répondre, mais peut-être que les moutons sont... Alors, le mouton de Tasmanie a peut-être des prédateurs, oui. Il est moins isolé que les rennes. Les rennes, ils étaient vraiment complètement isolés, ils étaient tout seuls sur ce truc. Le mouton de Tasmanie, peut-être qu'on en a... Alors, il y a 2 possibilités, voilà. Là, vous avez 2 réponses possibles. Il faudrait tester
ces deux hypothèses. Soit le mouton, il a des prédateurs, donc il a été mangé et puis ça a régulé sa population. Soit le mouton est plus intelligent que le renne et il se régule tout seul. Ça montre que le choix de modèle, oui, est important et que quand je vous dis, pour moi, le mouton et le renne, c'est la même chose, ça peut pas être tout à fait vrai quand même. Alors, il faut que je te passe le micro pour que ce soit enregistré. Non, pour l'enregistrement. C'était la conti. T'inquiète pas. T'inquiète pas, ça reste entre nous quand même. Je voulais savoir quelles études vous avez fait. C'est une bonne question. Des études de maths. Ça se voyait. D'accord. Donc, quelle étude j'ai fait après, j'ai fait... alors, je ne suis pas très originale. J'ai fait ce qu'on peut appeler la voie royale pour faire de la recherche en maths. C'est-à-dire qu'après mon baccalauréat, j'ai fait une classe préparatoire, à Orléans d'ailleurs. Donc j'ai fait une... alors à l'époque, ça s'appelait une M'. Ça, c'était il y a quelques années quand même. Et donc après, je suis rentrée dans une école qui s'appelle l'École normale supérieure de Lyon. Donc après les classes préparatoires, il y a énormément d'écoles d'ingénieurs et il y a 4 écoles en France qui s'appellent les écoles normales supérieures qui ont pour but de former des enseignants et des chercheurs. Donc pas des ingénieurs. Et donc là, j'étais dans la filière de maths où j'ai fait que des maths pendant 4 ans. Donc après, à l'issue de... Alors, donc, il y a des filières de physique, de biologie, de lettres. Enfin, les écoles normales supérieures, il y a toutes les filières possibles. Mais leur but, c'est vraiment de former des enseignants et des chercheurs. J'ai passé mon agrégation de mathématiques. J'ai passé aussi un master de mathématiques. J'ai fait une thèse en mathématiques à Lyon. Donc ça, j'ai fait l'école normale supérieure à Lyon. Et ensuite, alors tu m'as demandé pour mes études, mais je peux continuer, si vous voulez, je peux continuer sur ma vie. Donc ensuite, j'ai été recrutée comme maître de conférence. Donc ça, c'est enseignant-chercheur à Nice. Et depuis 3 ans, maintenant, je suis professeur à l'Université d'Orléans. Ça, c'est mon... Donc, voilà les études, puis mon cœur... Oui, vas-y, Bénédicte. Il faut dire que les professeurs d'université femmes, c'est une population assez petite. Alors, elle n'est pas en voie d'extinction. Elle n'est pas en voie d'extinction. Elle est sur un truc d'équilibre, effectivement. Mais vas-y, non, Bénédicte. C'était une remarque. Alors, si on regarde les pourcentages de femmes, donc en mathématiques, je parle de mathématiques, donc il y a 2 sections en mathématiques. Il y a ce qu'on appelle les mathématiques théoriques et les mathématiques appliquées. Moi, je suis dans les mathématiques, à votre avis, appliquées. Même si je ne suis pas très bonne en bio, finalement, c'est des mathématiques appliquées. Dans les mathématiques appliquées, il y a 33% de femmes parmi les maîtres de conf. Donc 33% parmi les maîtres de conf, 33% sont des femmes. Et parmi les professeurs, 16%. Donc je fais partie des 16, surtout des professeurs en mathématiques appliquées, je fais partie des 16% de femmes. Et en maths théorique, c'est plus petit. Mais enfin, donc c'est des petits nombres, mais on y arrive. Pour ça... Et il y en a d'autres. 16%, ça veut dire que je ne suis pas toute seule. C'est pas... je ne vous ai pas dit sur combien, je ne sais plus exactement combien on est, mais je ne suis pas toute seule en tout cas. On va envoyer et donc... En tout cas, merci beaucoup Magali. Ça a été un plaisir.